à exagérer notre connaissance modale. Nous raisonnons en termes de contrefactuels en nous trouvant tout heureux de penser des choses comme « si j'étais un moine dans un monastère, j'aurais du temps pour travailler et écrire des livres extraordinaires, tout en vivant une vie de prière et de méditation. Si j'étais un gangster, j'aurais beaucoup d'argent et toutes les femmes m'aimeraient. Or, pour que quelque chose soit une possibilité logique, existentielle, physique, biologique, encore convient-il que ce soit une possibilité. C'est la raison pour laquelle il semble raisonnable en philosophie d'être autant que possible un sceptique modal. Si Descartes avait été un sceptique sérieux, il n'aurait pas douté de son existence en tant que corps, mais il aurait été moins confiant qu'il ne le fut dans sa capacité de comprendre une proposition comme il est possible que j'existe et qu'aucune chose matérielle n'existe. Nous avons des intuitions modales plus ou moins modestes dans la vie quotidienne, des intuitions modales plus ou moins testables dans les sciences empiriques, des intuitions modales plus ou moins prétentieuses et intellectuellement dangereuses en philosophie. Mais nous avons aussi l'art dans lequel acquérir des intuitions modales, les éprouver et en jouir est possible. Le scepticisme modal, qui me semble de mise, ne signifie pas un ascétisme modal, nous interdisant de jamais tenir compte des possibles. Nous avons les romans et les films. En les lisant, en les regardant, nous acquérons et nous entraînons notre disposition modale. Nous pouvons même devenir modalement vertueux en acquérant une excellence dans la capacité à déterminer ce qui est vraiment possible. Cela ne signifie pas bien sûr que nous puissions jamais devenir infaillibles dans nos intuitions modales, mais nous pouvons devenir compétents, et l'entraînement pour cela, c'est aux fictions que nous le devons. Je rappelle que notre compétence se développe aussi quand nous résistons à certaines possibilités, refusons de les prendre au sérieux, parce que les choses ne nous semblent simplement pas pouvoir être ainsi, parce que nous pensons que certains romans ou certains films nous présentent de pseudo-possibilités. Cela n'a rien à voir avec ce qu'on appelle souvent le réalisme dans la fiction. Des histoires complètement non réalistes peuvent nous révéler de véritables possibilités, et des histoires réalistes nous présenter des possibilités totalement vides. L'important est d'avoir des matériaux pour entraîner nos dispositions modales. Sceptique modal je reste, mais je sais aussi tout ce que nous devons aux fictions pour ne pas désespérer totalement de nos capacités quand nous pensons en termes de possibilités. Certains ayant acquis d'excellentes dispositions modales, par la lecture, par des séances de cinéma, de vidéo, de DVD, affrontent la vie modale avec plus de chances que les autres de ne pas se tromper lourdement, en ne voyant aucune possibilité là où pourtant il y en avait, ou en apercevant des possibilités qui n'existent pas. L'esthétique modale serait l'étude des multiples façons dont les fictions peuvent non seulement nous apprendre quelque chose au sujet de possibilités, mais aussi entraîner nos dispositions modales et nous rendre moins faciles à tromper par ce qui est présenté comme possible. On se souvient quand le diable a tenté le Christ. De nouveau le diable le prend avec lui sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit « Tout cela je te le donnerai si te prosternant tu me rends hommage. » Alors Jésus lui dit « Retire-toi Satan, car il est écrit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. » On peut comprendre ce passage de façon classique, si je puis dire. Satan montre une possibilité réelle que le Christ rejette, mais je propose une autre interprétation. Jésus résiste à certaines possibilités en ne les prenant pas au sérieux. Retire-toi Satan peut être lu, l'élégance en moins, comme je résiste modalement en imagination. L'attitude du Christ pourrait être alors notre modèle. Les romanciers et les réalisateurs sont parfois comme le diable, et la bonne façon d'utiliser leurs œuvres est d'opposer une résistance modale par l'imagination à ce qu'ils proposent. Même alors, leurs œuvres sont utiles pour entraîner notre disposition, que ce soit à accepter ou à résister. Jacques Morisot, Enjeux cognitifs et ou théorie cognitive. L'origine de ce texte est une question qui m'a été posée à plusieurs reprises par des étudiants au sujet de mon usage du terme de cognition et d'une ambiguïté qu'il semblait recéler.
Dans mes premiers textes sur Goodman, j'ai en effet défendu l'idée que son approche de l'art est résolument cognitive, alors que dans des écrits plus récents, j'ai tendance à dire qu'il n'a pas développé une théorie cognitive de l'esthétique, ni même de la production artistique en général. Si j'écarte une explication par les défaillances de la mémoire ou par les inconsistances du raisonnement, comment justifier que ces deux usages ne se contredisent pas? Faudrait-il conclure à une amphibologie insurmontable du concept de cognition? Je ne le pense pas et je vais à l'inverse défendre l'idée non seulement que les deux affirmations sont compatibles, quoique dans des contextes différents, mais que cette prise de position constitue elle-même un aspect important des débats actuels autour de l'esthétique et de son évolution au cours des 2 dernières décennies. Mon intention est de montrer qu'il convient ici, comme pour d'autres sujets, de distinguer la question du contenu revendiqué par une théorie, la question de la nature, de la rhétorique de la théorie qui mène à ce résultat. Choisir pour fil conducteur Goodman, c'est focaliser l'attention sur un cas souvent jugé trop particulier ou paradoxal pour avoir valeur démonstrative. Je suis au contraire convaincu qu'il est exemplaire, parce qu'il fait ressortir plus que tout autre la discontinuité des concepts sous la continuité des mots, et qu'il éclaire donc de manière plus explicite la complexité des relations entre esthétique et cognition. Avant toute analyse, je pense qu'il est utile de rappeler que le point de départ et d'ancrage des recherches de Goodman ne se situe pas au sein de la sphère esthétique, ni même dans une réflexion sur l'art. Il a certes été directeur d'une galerie, puis collectionneur averti, mais ses activités n'ont entretenu pendant longtemps aucun lien direct avec son travail philosophique, en particulier lorsqu'il prépare La structure de l'apparence, publié en 1951, ouvrage dans lequel il développe un projet de refondation épistémologique qui n'est pas étranger à l'esprit des empiristes britanniques du XVIIIe siècle, et bien sûr aux leçons de Clarence Lewis et Rudolf Carnap, qui furent ses inspirateurs immédiats. Même dans Langage de l'art, dont le titre dit assez que le sujet principal en est l'étude du fonctionnement des systèmes symboliques dans les arts, il consacre d'importants développements à des notions en apparence périphériques. On peut citer ceux liés à la notation, à la synonymie ou à la projectivité, sur lesquels il estime qu'il faut néanmoins avoir des idées claires lorsqu'on aborde certaines questions de nature esthétique. Par exemple, lorsqu'on entreprend de comparer des arts ou des médias artistiques, dans l'usage qu'on fait de la notion d'authenticité ou de l'évaluation. Donner une réponse correcte, affirme-t-il, n'équivaut pas à élaborer une théorie esthétique, ni même à en esquisser une. Mais ne pas savoir répondre pourrait bien en marquer le glas. Les explorer ouvre donc la voie à des problèmes plus fondamentaux pour la théorie générale des symboles. L'esthétique se présente donc d'emblée comme une application locale et subordonnée à l'univers symbolique, quel que soit par ailleurs l'intérêt intrinsèque qu'on peut en retirer lorsqu'on s'attache aux œuvres en particulier. Dans les dernières pages du livre, Goodman fait d'ailleurs cet aveu révélateur: le mérite esthétique n'a en aucune façon été ma préoccupation principale dans ce livre, et je me sens quelque peu mal à l'aise d'être arrivé au début de définition de ce qu'on appelle souvent, pour tout embrouiller, la beauté. C'est une polarisation excessive sur la question de l'excellence qui a été responsable, je pense, d'un rétrécissement et d'une distorsion de la recherche esthétique, voire de son peu d'excellence propre. Bien d'autres passages confirment cette situation un peu en porte-à-faux, selon laquelle l'art et l'esthétique sont tout à la fois condamnés à ne disposer d'aucune autonomie méthodologique et valorisés en tant que champ d'expérience capable d'affiner presque sans limite le fonctionnement des principes. Si l'on veut donner sens à une telle situation, il est nécessaire de rappeler le contexte dont elle provient et en particulier l'influence de deux composantes fondamentales. La première est une forme robuste d'antimentalisme largement répandue chez les philosophes américains des années 50. Elle équivaut à poser que tout recours à des états mentaux est soit inutile, soit incompréhensible, ce qui pousse à adopter en conséquence comme paradigme philosophique de base l'analyse du langage. Un tel choix a des racines épistémologiques profondes dont deux manifestations exemplaires sont en psychologie le behaviorisme, réduction des processus de perception ou d'action à des séquences comportementales,
l'esprit n'étant qu'une boîte noire, et en ontologie le renouveau du nominalisme sous l'impulsion de Keane et Morton White. La thèse centrale du nominalisme est qu'il n'existe que des particuliers et pas d'entités abstraites, ni essence, ni classe, ni propriété. Tout ce qui ressemble à des notions générales est en fait le résultat de constructions à base d'inscriptions, ou comme aime à dire Goodman, d'étiquettes tantôt simples, tantôt composées. Le cadre épistémologique d'une telle pensée est donc franchement restrictionniste et même réductiviste. Il faut aussi prendre en compte une composante propre à Goodman, qui est son aversion pour le discours esthétique dominant, hérité principalement du kantisme, et qui insiste sur la dimension subjective et désintéressée de l'expérience des œuvres d'art. Son ascendant n'est pas remis en cause par un positivisme comme Carnap, qui voit dans l'art la vérité de ce que la métaphysique est inapte à réaliser, et il en va d'ailleurs de même chez les premiers esthéticiens américains comme Hospers ou Bouvesma, qui défendent une position expressive et émotive sans lien direct avec les autres secteurs de la philosophie analytique, et à l'encontre de l'inspiration holiste du pragmatisme. On peut penser que la volonté de rupture avec la pratique ordinaire de l'esthétique est une des raisons majeures pour laquelle Goodman a fait le choix d'une base sémiotique pour sa théorie de l'art. Elle lui permet en tout cas de conjuguer une position physicaliste, qui, comme on l'a souvent noté, est d'autant plus paradoxale que Goodman a défendu une approche phénoménologique, giste en épistémologie, et le recours aux techniques logico-linguistiques qu'il va étendre du domaine verbal aux autres modalités non verbales. Il n'est évidemment pas nécessaire qu'une théorie symbolique repose sur un soupassement sémiotique, mais l'avantage qu'il y a à le faire est de pouvoir rester agnostique vis-à-vis des doctrines esthétiques, tout en imposant à leur contenu un protocole descriptif et définitionnel qui les rend indépendants de chaque forme d'art et les ouvre sur d'autres phénomènes apparentés. À cette approche antimentaliste de l'esthétique vient s'ajouter une conception résolument instrumentaliste de l'art. Qu'est-ce à dire? Dickey en propose une caractérisation très générale relative à l'évaluation selon laquelle une théorie de l'art est instrumentaliste si la valeur qu'elle attribue à l'art réside dans sa capacité à produire une expérience valable. L'idée essentielle semble être que l'art n'est pas une activité autotélique, mais plutôt qu'il actualise ou favorise une disposition nous rendant aptes à mieux percevoir ou réaliser d'autres aspects. Dans la version la plus classique, soutenue par Beardsley, il s'agit d'une valeur esthétique qui stimule dans le sujet des sentiments, qui répondent aux propriétés d'unité, d'intensité et de complexité des œuvres. Ce genre de définition semble à coup sûr trop libéral dans le cas de Goodman, et ne rend pas du tout compte de ce qui le place en marge de la tradition esthétique. Ce qui l'intéresse n'est pas tellement de critiquer les formes de correspondance entre une œuvre et un état d'esprit, comme le fait Dickey lorsqu'il s'en prend à la croyance implicite chez Beardsley, que la qualité d'une œuvre induit celle de l'expérience qu'on en fait. Il s'agit pour lui en priorité de dénoncer le caractère artificiel et non pertinent de la ligne de démarcation couramment admise entre art et science. Une conception instrumentaliste en ce sens plus radicale, qui s'applique sur un plan méthodologique plutôt qu'évaluatif, sera-t-elle qu'elle fait de l'art un outil d'exploration active du monde, exactement comme une conception instrumentaliste de la science voit les théories comme des organes destinés à améliorer notre prise sur le réel, et non à nous donner une connaissance pure. Au cœur de l'approche instrumentaliste, il y a l'idée que la posture correcte en face du monde est moins celle de la vérité que celle de l'adaptation. Elle est donc d'orientation non réaliste, ce qui recouvre d'innombrables attitudes qui vont du positivisme strict jusqu'à diverses variétés de pragmatisme, en passant par toutes les formes de réalisme affaibli. Dans le cas de l'art, une perspective instrumentaliste est anti-absolutiste, et de manière générale, elle penche nettement en faveur du conventionnalisme, ce qui implique ici deux choses. D'une part, elle considère comme vaine la croyance qu'on peut décrire le monde tel qu'il est vraiment, puisque toute description repose sur une sélection de traits et reste relative à une version qui permet de les organiser.
D'autre part, elle considère qu'une œuvre est un reflet des conditions épistémiques dans lesquelles elle a été élaborée, le cas échéant, une manière de répondre aux attentes qui se développent au sein d'un contexte donné. Il en découle que la polarité de base n'est pas celle entre l'œuvre et son sujet, comme pour les défenseurs d'une position naturaliste, ou entre l'œuvre et le sujet, comme pour les tenants de la créativité de l'art, mais entre l'œuvre et les autres œuvres ou le monde de la culture en général. Si une telle approche comporte nécessairement une dimension pluraliste et relativiste, elle ne conduit nullement à renoncer à tout critère de validation des œuvres. Il semble se produire en fait quelque chose d'assez comparable à ce que Simone Blackburn appelle le quasi-réalisme, c'est-à-dire la possibilité pour un non-réaliste objectif de mimer à peu près n'importe quelle attitude que le réaliste est susceptible d'assumer. C'est précisément au croisement entre une conception anti-mentaliste de l'esthétique et une conception instrumentaliste de l'art qu'on peut comprendre la place centrale que prend chez Goodman la dimension cognitive.